folks, this is Sean Hollister with CNET, and I'm in the new Vive Pro, an enhanced version of the Vive virtual reality headset that has way better resolution inside. I'm looking at a 2880 by 1600 screen, which has a much higher pixel density than the original. What that means is it looks far clearer. It used to be that I was looking kind of through a mesh mask at a virtual world, and now it's a little bit more glassy, a little bit more like I'm actually there. In addition to that, we got these brand new adjustable ear cups. The original one, you had to plug in your own headphones, not anymore. And way more comfortable head straps. It's a lot easier to leave this on my head and walk around this space. This is also going to be compatible with a new upgraded set of sensors that Valve's going to be putting out. You can have 4 sensors in a room at a time. So here's one thing we experienced with the Vive Pro. I'm a surgeon in an operating room, applying gel to a patient, probing to see what's underneath the site of a possible incision, and inserting some anesthetic into the patient. Another thing you might notice on the back of these ear cups are new volume and mic mute buttons that allow you to quickly control your audio. The other thing the Vive team announced today is a new wireless adapter that allows you to walk around a room hands-free. It uses Intel's WiGig technology. There's some third-party companies that have tried it before, but now Vive is going to do it itself with its own official wireless adapter, which you could also buy for the original Vive headset if you don't want to get the new Pro. The original HTC Vive was extremely well received when it was launched back in 2016. This, the Vive Pro, is a big upgrade. The resolution on this version is 78% better than the previous one. And looking around this scene here, that extra resolution does make a big difference. It's got upgraded lens and displays. It's got upgraded audio and head strap. It's a whole nother product for another consumer. Now, previously with the HTC Vive, you've had to connect it to the computer with a big cable, which often got in the way. They think they've solved that now with this adapter. So instead, what I do now is I take the battery pack, I pop it into my back pocket, and I can just put this over my head, and I am free to move however I please, and I don't need to worry about tripping over that cable. I think it just brings up the immersion level for you. And when it can actually perform as well as a tether, you just have a seamless experience. It's a lot easier and really enjoyable for people. Some people say that the reason why high-end VR hasn't been as widely adopted as it perhaps could have been is because there's just not enough good content. There's not enough things to do in VR. What are you doing to solve that problem? There is more content than people really know what to do with at this point. And I think the content quality is only getting better. But other things that have been holding it back are things like the tether. It's just going to make it easier for people to get into that experience. Welcome back, everybody. It's Charlie Fink with Forbes.com here on the floor of CES 2018 in the South Hall Views camera booth with Bob Fine of VR Voice, and to my right, Xavier Abadi, correct, who is the Chief International Development Officer for Sim4Health. Sim4Health was yesterday featured at the HTC demo room, exactly, which Bob and I visited. So it was very timely because it provided us some great context. But congratulations on creating what has to be the only surgical training available to laymen. So if you've ever fantasized about dissecting one of your friends, here's your opportunity. Exactly. To become a surgeon. Exactly, surgeon. a virtual surgeon. Yeah, in a snap. Surgeon for a day. Surgeon for a day, exactly, in a snap. And do no harm. Exactly. Well, thank you very much for having me here today. Sure, it's our pleasure. So, is Sim4Health exhibiting, or are you just sort of meeting with people? I know HTC obviously is
featuring you, Yes. which is great. So are you mainly operating out of there? Help us understand what you're doing here at the conference. Well, it's been a great honor for us this year to be hosted at the HTC booth, obviously. HTC being leader in virtual reality. So for us, it's very important to be one of the very important aspect that HTC wants to promote using VR, I would say, contents, not just for gaming, which is very nice. And we've seen also with the HTC very, very nice and entertainment, sorry. But here, what we're providing, and I think what did appeal a little bit to HT was the fact that we're providing with very accurate medical contents to train healthcare professionals. And in this case, what we've been showing for the last 2 days and a half here in Vegas is a demo that has been made from a case that we've realized with Stanford Medical. And the very particularity this year is that we have a dual player mode. That means that you can have two people here, obviously, for the sake of the demonstration, they're in the same room, but one could be in Boston, the other one could be in Bordeaux or in Vegas or elsewhere in Sydney. And one is playing the role of the teacher, the surgeon teacher, and the other one is the students. So the surgeon is teaching its students how to do the procedure. In that particular case, it's all the procedure prior to the insertion of a stent. So can you see it developing into more of a massive multiplayer so that you could do the equivalent of like a medical school amphitheater where a surgeon is operating or even a student, and then there's an audience for what they're doing? So that would be real medical education as opposed to stimulated. Is that where we're going, you think? I think this is part of where we're going, definitely. The new features of the HTC that have been displayed this year do allow us to have a larger room and a multiplayer setups. So for us, it's even better because we can, for example, create scenarios where we'd have some doctors, we would have some nurses, we would have some people in an OR, for example, and everybody would have to react over the patients. Right. At the end of the day, I think what is very important about what we do is we provide training content for medical education, but it's always at the end for the patient's sake and the patient safety at the end. Right. The better the professionals are trained, the better patients are cared for. So this is very important to us. Yeah, doctors should not be training on patients. The ethical concept behind that is never the first time with the patients. And the analogy that we do use a lot is that when a pilot would board a plane, he would have had hours of flight simulators prior to getting into his Boeing or Airbus. Yeah, why don't surgeons have that? Exactly, why don't surgeons have that? And we've talked to many, many different doctors, and especially the young ones, but also the elder ones, do tell us, like the first time that I had to do a lumbar puncture of a patient, I was scared to death. Well, I think that is sort of a well-known in the medical industry is this concept of a medical resident benefit. Exactly. So here's an indigent person who needs an appendectomy. You've seen a couple of appendectomies. Good luck. Yeah, there you go. And I would be terrified. I think that's a good thing. It shows they have respect for the difficulty of what they have to do. Exactly, definitely. And the VR here is getting us a lot of help because VR is very good for all procedure things. When you have to learn the procedures. In our case here, we teach students not to look at their hands while they're inserting like needles and introducers and guys. They have to look at the monitors, right? They have to look at the monitors. They have to look at the echograph because what they have to see is not what's outside the patient, but what's inside. Into the anatomical structures of the patient. So they have to see where the needle is pointing in. They have to see that the needle goes through very close to the nerve to do the anesthesia and things like that. So the first thing that you would normally do is watch your hands because you want to be very accurate, but you have to keep to lose this habit, and then you have to learn to see elsewhere and to look elsewhere. So is it difficult to get hospitals and doctors to start seeing the value of this? It is. We are in a phase of evangelization of our future users. It's some hospitals, some countries are are early adopters and they want to go there, and they already have seen the benefits of what they could get from VR. I must say, like for example, what we've done in France last year is we've set up a program
that we call the Tour de France, where we had a pharmacist that would go to universities, to faculties, medical faculties, to just to show future doctors, but also the faculty, the dean, what we were doing, and what could be the future of medical education. So there's a multi-year, multi-iteration sales process. Yes, but although it's going fast and even faster than sometimes we do also believe ourselves, and the very nice things that we can count on is that I think that the thing is that we have on one side the IT technology progress and the VR that is coming better and better, for example, and all different medias that we also use that are becoming incredibly easy to use, cheaper than they were even some month ago, if you talk about headset, for example, but also the progresses of medical techniques by themselves. If you talk about mini-invasive surgery, if you talk about those new concepts, then you have a merge of what is moving very fast in the medical world and what is moving very fast into the IT world. And I think that somehow Sim4Health is at the middle of these two very strong streams. How big is Sim4Health? You guys are a startup, or? Well, we are a little more than a startup. We are now 50. It's not huge, but still. I'm sorry, how many? 50 person, primarily based in Bordeaux. We have an office in Paris and also a subsidiary in Montreal. And we've opened last year an office in Boston. And is the office in Boston primarily trying to sell into the medical community? Yes, definitely. And so, do you have to find people who are used to doing medical sales and dealing with hospitals and doctors and drug companies? Definitely, this is very important to us. I think that's if you, as in all markets, if you want to enter a market, you have to understand that the people that you have in front of you. The DNA of Sim4Health is relying on three main group of people. Of course, we have engineers that are able to code and do the software by themselves. And you've seen yesterday the kind of accuracy and realization that we can do that is, I think, quite nice. And it has been, HTC is quite happy with what we've done and they're happy to display it on their booth. We also have doctors, physicians, pharmacists in-house that help us, of course, understand the needs and the way our customers, final customers, talk. And we also have pedagogical engineers. The whole thing is we're talking about training. So we have to, from a need that is given by University Hospital, a simulation center, we have to be able to understand that need, to transform it into a scenario that would be played either into VR or using laptops or iPads like the ones that I have here. So if I can chime in, so I think share a different opinion. No, please. No, I was asking if you have a different opinion on what I'm about to say. But it would seem to me, I think healthcare is probably the largest vertical industry for VR investment right now. There's so much trade that can be done with training simulation. There's a lot of companies. There's also VR. There's applied VR. There's surgical theater. Right. There's Rapinex. So and Sim4Health among others. Definitely. So it's becoming crowded. How do you guys perceive your value difference between your competitors right now? And maybe it's if it is competitive, maybe it's really not yet. Well, yeah, of course, it's competitors, and I guess that's each and every market that's got its own competition. And if you find a market without any competition, it's either not a market or tell me. I would be very interested in to go with. People fish where the fish are. Exactly. But I think that the main difference and what will be our value market here is that all of this relies on a platform called MedicActive. And our platform is a SaaS-based platform that will enable people to create, host, and distribute their kits. So being a doctor, and for example, this simulation that you've seen yesterday is available on MedicActive. That means that wherever I am worldwide, I can log in, get my credentials, get on the platform with an ID, a password. And if I am a student in a hospital in China, which we actually have, or in Helsinki, or elsewhere in Boston, or Vegas, or elsewhere in Bordeaux in France, I can log in, get all the cases that I'm interested in, and then download them. And now, as I was saying a few minutes ago, with the fact that all these headsets and things are much less expensive than they were even a few months ago, people can start having them at home,
or in their simulation center or in their university, and then the overall cost of the training is lowering. So it's also a very good deal for universities and simulation centers, because at some point it saved them. The cost saving effects are very important. So our main advantage here would be that platform, definitely. So we have an interesting question from online from our friend in Northern Virginia, Sherry, who's very interested in VR and senior care aging. Yes. Hi, Sherry. How Hi, many Sherry. hospitals are your clients? I think she means in France. Mm-hmm. And does the French government recognize VR for what we in the U.S. call insurance reimbursements? Well, that's a good question, but that's the patient standpoint of the question. We are before that, actually, we train healthcare professionals, so we don't provide solutions that will go into the hospitals that would be bought by the hospitals, for example, like for patient's sake or everything. We're before that, so we don't really have this kind of problem. But in terms of hospitals, the numbers are growing each and every day. I was mentioning like China a few minutes ago. We've opened a distribution center in China, and we have already 4 hospitals that have signed up to train their students with our solutions. And do you have a sales team in China as well? No, not yet. We have a distributor that is helping us with their market. It's a very specific market, of course. But we have sales team obviously in France. Is the surgical simulation the core of Sim4Health, or do you guys have other products that you're No, working we do have other products that mainly runs on tablets and laptops. The difference would be that more than procedure, we train, for example, on a medical diagnosis. We train doctors to have virtual patient in front of them, understand what brings the patient in, what he has, go through all the process of the exam, and then understand what's the problem, what's the problem of the patient, and how to cure it. So then it's more medical thinking, it's more diagnostic thinking. So we train a lot of doctors in using these tools. So then it will be 3D real-time simulators. Xavier, what's your background? Well, I'm the business guy. So I'm a business school guy, but I've been working in the health industry for the last 25 years. So I guess that gives me a little varnish to understand the whole operations behind it. And I've been working with doctors and hospitals for the last 20 years. So is it training or educational or? Well, a lot into sales, into medical device sales, for example, and general management of small medical device companies. But I'm also very much into education. It's something that is very important to me, and I have different activities than one that I'm here for that relates directly to education, so higher education. So it's something that really for me is important to mix this kind of personal interest into education and training and the VR and IT things that we're doing with Sim4Health. This was a great conversation. Thank you for coming by the booth. Thank you for having me. I proved yesterday that I should not be operating on anybody anytime soon. But I do. How's that? What? How'd you prove that? I proved that by following the instructions of the doctor extremely poorly. But it's great that HTC has singled you guys out. Yeah. And it sounds like we may be seeing you in Boston at the health conference. I would love that. That would be great. It would be great to see you there again and to try it again. And I wish you much success. Thank you very much for that. Thank you very much, Charlie. Thank you. It's been a pleasure. Xavier Abadi from Sim4Health. This is CES 2018. We'll be back. Thank you. Thank you. Alors vous avez l'impression que je suis avec vous, mais en fait pas du tout. Je suis dans le Steam VR Home, c'est-à-dire la page d'accueil de tout l'environnement de réalité virtuelle de Steam. Et je suis en train de visiter une île déserte. Alors, le Vive d'HTC a ses fans et il a ses détracteurs. J'étais parmi un des détracteurs tout simplement parce que je sens assez fortement le mal de mer en utilisant les solutions de réalité virtuelle. Ce que j'ai au-dessus de la tête, c'est le Vive Pro, c'est-à-dire la deuxième itération du casque de réalité virtuelle d'HTC. La différence majeure, c'est la définition des panneaux OLED qui est enfin
agréable à regarder. Si vous avez déjà essayé la version de Sony, PlayStation, personnellement j'aime pas du tout. Vive était pour moi la meilleure solution, mais je voyais encore beaucoup les pixels et je viens juste de les essayer, je me sens pas très bien. Et bien là, avec cette nouvelle version, clairement, il y a non seulement plus de définition, j'ai l'impression que la latence a été améliorée, même si on n'a pas eu beaucoup de détails dessus, mais clairement aussi on a un bien meilleur effet 3D, le caractère spatial des éléments qu'on voit autour de nous est bien mieux rendu, et du coup on se sent un peu mieux, on a moins l'impression d'être dans un jeu, on a l'impression vraiment d'être dans une réalité virtuelle. Ça tombe bien, la VR ça veut dire réalité virtuelle. HTC a fait un gros travail en matière de balance de poids. Alors effectivement, modifier les panneaux OLED, c'était important pour la définition d'image, mais il n'y a pas que la partie technique qui compte, il y a aussi la partie ergonomique. Et il est vrai que le Vive avait tendance à faire plomber un petit peu la tête. Ici, le poids a été réparti un peu plus vers l'arrière, ce qui fait que pour l'avoir utilisé pendant quelques minutes, je n'ai pas senti de déséquilibre ni de tension sur le cou, ce qui est quand même relativement plaisant. La réalité virtuelle, c'est comme le cinéma, c'est comme les jeux vidéo. Une partie de l'immersion est donnée par l'image et l'autre, tout aussi capitale, c'est bien sûr le son. Si vous vous rappelez, la première version du HTC Vive était dépourvue de partie sonore, il vous fallait amener votre propre casque. Une version Deluxe est arrivée un peu plus tard, avec 2 écouteurs intégrés qu'on avait à rajouter. Le Vive Pro sera lui directement livré avec une partie sono bien améliorée. La spatialisation est largement meilleure, nous dit-on. Techniquement, on n'a pas trop su nous dire comment, quel est le nouveau composant. En tous les cas, pour avoir enfilé à la fois le premier casque avec l'ancienne partie audio et ce second casque avec ces nouveaux écouteurs, il est clair qu'on entend très bien les bruits devant, derrière. Et ce point de spatialisation est capital parce que non seulement l'immersion est meilleure, mais aussi le sentiment de mal de mer, qui est la corrélation entre l'audio et le visuel, est bien atténué. Je n'ai pas eu, après de nombreuses minutes d'utilisation, je n'ai pas eu de symptômes comme j'ai pu avoir sur l'atelier de Doom qui fonctionnait avec l'ancienne version. Alors il y a l'ergonomie du casque qui comptait beaucoup, on l'a vu, la partie audio, l'équilibre sur la tête, mais il y a un deuxième élément d'ergonomie qui est vraiment hyper intéressant, c'est ce petit adaptateur, le Vive Wireless Adapter que cette personne a posé sur le casque de première génération, et en fait ça vous libère complètement de quoi ? De la tonne de câbles qui vous handicapait avec le premier Vive. Si vous vous rappelez, si vous avez eu la chance de le tester, de temps en temps on se retrouvait un petit peu embarqué avec les câbles, il fallait faire attention. Alors qu'avec le transmetteur, vous pouvez le voir, qui est placé au-dessus du casque, qui fonctionne avec la version 1 et la version Pro, et qui fonctionne sur une petite batterie que l'on vient clipper sur le côté. Avec ce transmetteur, on a un élément supplémentaire de liberté, c'est-à-dire pas d'ordinateur sur le dos et pas de câble relié à l'ordinateur. En plus du transmetteur et de la batterie, l'adapteur wireless est aussi livré avec, vous pouvez le voir, un module supplémentaire. Et oui, il va falloir équiper vos chambres ou vos salons avec un module supplémentaire qui transmet les informations. La technologie s'appelle Wireless Gig et ça permet d'avoir un temps de latence vraiment minimal entre le casque et l'ordinateur. Toutes ces améliorations techniques et ergonomiques sont bien évidemment d'abord au service des joueurs avec une meilleure immersion sonore et visuelle. Mais il y a aussi une autre cible à laquelle veut s'attaquer HTC, c'est ce qui s'appelle le marché des prosumers, les consommateurs qui ont des besoins professionnels. On va enfin pouvoir faire quelque chose d'intéressant et d'important dans la vraie vie avec le HTC Vive et la réalité virtuelle. Et un des points intéressants, c'est qu'on va pouvoir former les futurs chirurgiens, n'est-ce pas ? Oui, SimForest en fait fournit des solutions virtuelles de formation pour les professionnels de santé et pour cela nous avons réalisé notamment une formation basée sur le contenu médical qui a été fourni par Stanford Medical et qui nous a permis de créer cette simulation que vous voyez sur l'écran qui est en fait une formation de chirurgie réalisée avec différents médecins et qui peut être utilisé à Paris, qui peut être utilisé à Tokyo, en même temps sur le même patient virtuel. Cela permet en fait de pouvoir apprendre plus facilement les différentes étapes d'une procédure chirurgicale et ainsi comprendre peut-être un peu mieux la façon de réaliser le jour J de l'opération. En gros, ça veut dire qu'il y a vraiment, à l'heure actuelle, des chirurgiens qui utilisent un PC gaming et un Vive pour apprendre des techniques de chirurgie ? Oui, tout à fait, c'est le cas déjà en fait aux États-Unis, puisqu'on a fourni au départ cette solution pour les États-Unis. Maintenant, on a commencé à le déployer en France et aussi en Chine. Et cette formation qui est dédiée principalement aux internes qui vont réaliser une chirurgie endovasculaire sont actuellement formés avec ce type d'outils. Que vous soyez gamer ou professionnel de la santé, les deux questions que vous vous posez, c'est pour quand et combien ça coûte. C'est pour quand, lancement mondial dans le courant de l'été, comptez la rentrée en France sans doute. Pour l'instant, HTC ne s'est engagé ni sur un prix du Vive Pro, ni sur le module wireless. En tous les cas,
Du point de vue de la prise en main, moi qui suis quand même un détracteur de la VR parce que j'ai très vite le mal de mer, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait du côté d'HTC et si ça se trouve, je vais bientôt pouvoir jouer à Doom en VR sans vomir. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de dimanche en politique spéciale Nouvelle-Aquitaine. Émission spéciale pour un événement qui ne l'est pas moins, qui s'est passé cette semaine à 9000 km d'ici, à Las Vegas, très exactement, où s'est tenu le plus grand salon mondial des entreprises du numérique, le CES de Las Vegas, où 38 startups de Nouvelle-Aquitaine ont fait le voyage avec pour chacune sans doute l'espoir de décrocher le jackpot. Ce salon peut être en effet un extraordinaire booster pour conquérir les marchés mondiaux. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Azoir, qui vient tout juste de rentrer de Las Vegas. Vous êtes conseiller régional en charge de l'économie du numérique. Pas trop fatigué, ça fait 2 heures que vous êtes là? Un petit peu, mais je tiens le choc. Bonjour à tous. Également sur ce plateau, Sophia Soulet, vous êtes coordinatrice internationale de l'entreprise Sim4Health. Vous étiez à Las Vegas cette année et vous y étiez aussi l'an dernier. Vous nous parlerez de ce retour d'expérience spécialisée, je crois, dans le domaine de la formation médicale. Également dans cette émission en duplex depuis La Rochelle où se trouve Michel Gouin. Vous êtes cofondateur de Good Morning Agency qui conduisait justement la délégation du Poitou-Charentes l'an dernier à Las Vegas. Et puis nous serons aussi en duplex de Limoges avec Alexis Mons, président d'une association Limousine, bonjour, qui gère la délégation de Las Vegas. Bonjour à tous les quatre et merci de participer à cette émission. Michel Azoir, donc vous êtes tout juste fraîchement rentré de Las Vegas. Vous étiez là-bas pour accompagner Alain Rousset de la région. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cet environnement foisonnant? Ce qui m'a le plus frappé, c'est globalement l'espace, le nombre, la multiplicité des entreprises sur place, peut-être la démesure même de la ville Las Vegas, mais le principal enseignement que je retire aujourd'hui, c'est que pour les entreprises de l'économie numérique, c'est bien l'endroit où il faut être pour développer sa stratégie à l'international ou pour conquérir de nouveaux marchés. Mais autant je dis c'est l'endroit où il faut être, autant il faut bien être préparé. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Quand je dis nous, c'est dans une démarche un peu collective. La région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, CCI Nouvelle-Aquitaine, avec les 3 associations. Oui, derrière l'association French Tech. French Tech, le SPN, Alyptic, Digital Aquitaine. Et nous avons mis en place un accompagnement en amont. Les entreprises ont été préparées dans des moments de rencontres collectives, mais aussi dans des moments un peu individuels, simplement pour préparer ce qu'on appelle des pitchs, pour être prêt en anglais à présenter sa propre entreprise. Ça, c'était en amont. Sur place, il y avait aussi une visibilité, un stand où... Alain Rousset a souvent l'habitude de le rappeler, on chassait en meute, donc ça c'était aussi sur place un accompagnement un peu collectif. Et puis le plus important aussi, nous semble-t-il à nos yeux, c'est comment à l'issue de ce salon, nous allons mesurer la réalité très concrète des retombées du CES pour les 38 entreprises qui y étaient. C'est ça, on va y revenir. Alors vous, Sophia Soulet, vous étiez l'an dernier, vous, physiquement, personnellement, sur ce salon de Las Vegas pour votre entreprise, qui est spécialisée dans l'imagerie médicale, dans la formation. Expliquez-nous ce qu'elle fait, cette entreprise. Sim4Health, c'est le département de simulation numérique d'Interaction Healthcare. Et ce que l'on fait, c'est créer des simulateurs pour la formation des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Alors, en réalité virtuelle pour le CES, parce que forcément, l'effet waouh joue énormément sur place. Et dans les centres de simulation, c'est très important pour la partie immersive. Mais nous créons aussi ces jeux, parce que ça reste ludique, disponibles sur tablette et sur PC, et qui permettent la formation de différents corps de métier. Justement, ces simulateurs, est-ce que c'est des outils qu'on peut pratiquement destiner
aux facultés de médecine, par exemple. Tout à fait, effectivement. Nous travaillons avec des facultés de médecine, les universités, les centres de simulation, mais pas seulement. Nous travaillons également avec les industriels de la santé qui souhaitent former les professionnels à l'utilisation de leurs dispositifs médicaux, leurs machines. Donc chacun en ligne, un professionnel peut aller chercher ce dont il a besoin pour son expertise. Il faut être professionnel et affilié à un organisme de santé pour ça. Donc il faut bien préciser que c'est une simulation, ce n'est pas une simple vidéo. C'est une simulation, c'est un jeu vidéo qui a été... On a recréé finalement un espace réel en espace virtuel, que ce soit le patient, le décor et toutes les procédures. Donc pour cela, on travaille avec des médecins, on travaille avec des ingénieurs, on pose un cas clinique descriptif et puis on le virtualise. Alors on va aller à La Rochelle où se trouve Michel Gouin. Bonjour Michel Gouin, vous étiez vous-même l'an dernier à Las Vegas pour présenter votre projet qui est un guide touristique, un guide de voyage. Est-ce que ça a changé votre vie ? Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais en tout cas, c'est vraiment une rampe de lancement. Ça a été une expérience assez unique de vivre le CES de Vegas pendant ces quelques jours. C'est vraiment un tremplin sur la qualité et le volume colossal de rendez-vous. On est parti à 3 personnes et on faisait des journées assez monstrueuses. On a eu un peu moins de 200 rendez-vous qualifiés et d'échanges sur les jours, les 4 ou 5 jours du CES, donc c'est assez colossal. Et surtout avec des personnes qui seraient, en tout cas si on était resté en France, chez nous à La Rochelle, bien plus difficiles d'accès. On a vu des gens assez haut placés de chez Google, de chez Amazon, on a eu le CTO d'Air France, on a eu des gens qui, quand on est une petite start-up comme la nôtre, comme Good Morning, avec ses produits Good Morning Planet et Good Morning City, eh bien c'est vrai que c'est difficile d'accès. Et le CES nous a permis d'accéder à ces rendez-vous-là, d'échanger et puis de pouvoir continuer par la suite avec ses partenaires. Vous pouvez préciser ce que c'est peut-être votre projet de Good Morning Planet ? Bien sûr, Good Morning Planet, on a revisité les guides de voyage traditionnels qui étaient sur papier, comme le Routard Lonely Planet, dans une version, et on a voulu avoir une version complètement digitalisée avec des outils pour assister l'utilisateur, le voyageur, dans la planification, dans la sélection de ses activités, et puis tout ça se consolide automatiquement et vous obtenez un guide de voyage complètement personnalisé à disposition. Alors Alexis Mons, vous êtes à Limoges, je rappelle que vous êtes le président de l'association Limousine qui gère la délégation au CES de Las Vegas. Vous êtes vous-même dans une région où il y a pas mal de fleurons justement dans ce domaine des entreprises du numérique. On peut en citer quelques-unes, Legrand par exemple, le cluster, le pôle Esther, pardon. Il y a chez vous une typologie, il y a cette volonté d'être dans cette innovation. Quelles sont au fond celles que vous retiendriez, vous qui êtes à la tête de cette association ? Moi, un point sur lequel je voulais... Oui. Non, un point sur lequel je voulais insister, qui est très important, c'est que là, on a donc une cohorte de start-up qui est partie de Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est important, c'est que certaines d'entre elles n'en étaient pas leur premier voyage. Ce n'est pas le premier voyage de délégation de Nouvelle-Aquitaine au CES Las Vegas. Et on a certaines start-up où ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'ils viennent. Donc on voit les premières qui vont, qui découvrent. Alors elles ont été bien préparées, c'est ce qui a été rappelé par Mathieu Azoir tout à l'heure. Elles arrivent, elles découvrent le gigantisme de ce salon et toute sa difficulté. On les voit progresser au fur et à mesure. On voit des gens comme IT Communication, par exemple, qui vient de chez nous, qui est un spécialiste de l'accessibilité sur le web, qui a vraiment fait son trou, qui aujourd'hui est dans son propre stand, qui est dans son village thématique et qui creuse son sillon aux États-Unis. On a vu, et c'est une satisfaction en ce moment avec EcoUp, qui est une start-up auquel on tient beaucoup, qui est une particularité de ce qu'on a à Limoges, qui sont des gens qui fabriquent aussi des builders, qui fabriquent aussi des produits physiques. C'est pas uniquement du digital, et qui a bien fait parler de lui. Moi, j'ai vu un très bel article sur Forbes, par exemple, sur sa solution de mesure de la radioactivité. Et Gaël Patton, qui est un des lauréats de notre Startup Battle de cette année, a vraiment fait son trou pour Gaël Patton, juste les 2 fois pour qu'il y va, et voilà. Préciser Gaël Patton, parce que tout le monde ne sait pas. Donc Gaël Patton, c'est le dirigeant, le fondateur d'EcoUp, qui est cette start-up, qui a développé une solution extrêmement brillante de mesure de la radioactivité, très abordable et très appropriable par le commun des mortels d'ailleurs,
Et c'est une solution il est allé une première fois à Las Vegas, il a découvert ça, et cette année, il arrive vraiment à susciter de la retombée média, à faire parler de lui, y compris et surtout par des médias américains, qui l'ont vraiment repéré comme une pépite de la French Tech au salon. Donc il pousse, il grandit, et le salon est un booster et lui permet vraiment de progresser chaque année. Et puis cette immersion dans le salon, c'est aussi un peu de l'émulation. C'est ce que vous voulez dire aussi, Alex Simon, ça permet aussi d'aller plus loin, cette immersion? Oui, ça permet de se challenger, ça a été évoqué tout à l'heure, sortir de notre petit entre-soi français, néo-aquitain, aller se frotter finalement à ce qui se fait meilleur dans le monde. Le CES, c'est un salon annuel, c'est une grande foire où on rencontre l'ensemble à la fois de ses concurrents et de ses partenaires potentiels. Donc c'est une manière de s'éprouver et de s'évaluer. Donc il est certain que la première fois, on arrive et on mesure la distance qui peut exister ou pas. Et les autres fois où on y va, eh bien, on se rapproche de l'excellence, on arrive à faire sa différenciation, son trou. On arrive à se placer aussi dans l'immensité de ce salon au niveau des villages thématiques pour être au bon endroit et arriver à profiter au maximum des retombées possibles. Donc c'est pas en un seul voyage que ça se passe. Mais c'est important d'envoyer nos meilleures startups aller s'éprouver et qu'elles continuent ensuite à prendre le chemin du village mondial et de la globalité, puisque le business n'est pas que sous nos latitudes. Alors, parmi toutes ces entreprises qui sont parties à Las Vegas, on va regarder l'une d'entre elles, qui est une entreprise bordelaise, qui est partie là-bas avec son concept Open Family. C'est un reportage d'América Lopez et de Sébastien Delalot. D'un côté, une clé HDMI à brancher derrière la télé. De l'autre, une application sur votre téléphone portable. Là, je vais choisir une photo ou prendre une photo. Et après, donc, toutes les photos que je vais prendre vont se stocker ici et vont partir directement sur la télévision. Voilà. L'application Open Family a été créée par une jeune société bordelaise. Une solution simple et pratique pour que les seniors restent connectés à leur famille malgré la distance. Open Family, c'est une clé qu'on branche derrière la télévision des grands-parents qui diffuse tous les contenus photos et vidéos qui vont se mettre sous format diaporama. Récompensée par 3 concours nationaux, cette innovation a été sélectionnée par la région Nouvelle-Aquitaine pour participer en janvier prochain au CES, le grand salon mondial des concepteurs et fabricants de nouvelles technologies de Las Vegas. 35 startups régionales feront le déplacement. Elles présentaient leurs projets ce matin. C'est pour nous une visibilité énorme parce qu'on va pouvoir rencontrer toute la presse internationale et pouvoir représenter au niveau des acteurs de la tech vraiment et du grand public parce que c'est quand même un salon grand public, notre solution. Donc c'est une super aventure pour nous. Open Family a déjà signé des contrats avec des maisons de retraite et la polyclinique de Bordeaux-Nord pour équiper des chambres de soins palliatifs. Avec son cœur vert comme logo, la start-up part à la conquête de nouveaux marchés. Alors Sophia Soulet, on voit bien que le domaine de la santé, c'est un enjeu capital. On verra déjà comment la région s'y investit. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard une médecine justement qui peut se passer de praticiens grâce au numérique? Je pense notamment à des secteurs médicaux comme la radiologie, où aujourd'hui on a des machines qui peuvent lire très bien les clichés. Est-ce que justement le numérique, cette technologie, ça peut au fond un jour faire en sorte qu'on se passe de certains praticiens? Je dirais que tout est imaginable, notamment avec l'intelligence artificielle. Cela étant, nous ne nous positionnons absolument pas comme ça. C'est-à-dire que pour nous, le numérique et ce que l'on crée, c'est pour nous un facilitateur, un outil pour aider les professionnels de santé. Certains créent également en chirurgie des machines qui vont permettre d'assister et de guider les chirurgiens. Nous sommes là pour les former. Et finalement, nous ne sommes pas là pour nous substituer à la médecine, mais bien l'accompagner. Et c'est ainsi que Sim4Health est acteur auprès et aux côtés de tous ces professionnels. Alors, M. Azoir, la région s'investit beaucoup dans la santé avec la e-santé, son programme de e-santé, notamment via le très haut débit. Qu'est-ce que ça peut changer dans le quotidien des gens? Globalement, avant d'imaginer ce que ça peut changer, simplement préciser, je rebondis sur la question précédente, ce qu'est la stratégie numérique de la région. La stratégie numérique de la région, c'est le numérique au service de l'humain. Il n'est pas question, pour faire le lien avec la e-santé, de remplacer le praticien, mais simplement de voir comment le numérique permet simplement le rapprochement d'un praticien
et d'impatients. Je pense que ça, c'est un élément important. Globalement, une stratégie au service de l'humain, c'est comment le numérique permet de mieux apprendre, comment le numérique permet de mieux se déplacer, comment le numérique améliore la qualité de vie au travail. Il me semble qu'en tant que collectivité publique, on est aussi garant de ça. Et pour revenir sur la dimension de la e-santé, Alex Simons a cité quelques entreprises. Autour de Limoges, il y a des forces importantes. À Bordeaux, Simforest en fait partie. Et globalement, avec ma collègue Françoise Janson, qui est conseillère régionale en charge de la santé, nous avons bâti une stratégie faisant en sorte que les outils du numérique permettent d'améliorer la télémédecine, permettent d'améliorer la présence territoriale des médecins sur l'ensemble du territoire. Et puis, puisque vous évoquez le très haut débit, une politique aussi que je porte, simplement rappeler que le Conseil régional investit à hauteur de 229 millions d'euros pour faire en sorte que le très haut débit irrigue l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, en particulier la fibre optique, et puis simplement qu'il y ait une équité territoriale face au très haut débit, et parce que aussi, dès lors qu'on met numérique, dès lors qu'on parle de e-santé, ben, évidemment, c'est consommateur en bande passante, et donc il faut que les tuyaux soient en face des usages nouveaux concrets. Mais il me semble que ça, c'est un élément important, la question de l'humain. J'ai cité Limoges, j'ai cité Bordeaux, mais ce sur quoi, pour élargir aussi un peu le spectre, ce qui était aussi important pour nous, c'est que sur les 38 entreprises qui étaient start-up présentes au CES, ces start-up viennent de l'ensemble du territoire. Il y avait des entreprises de Pau, de Bayonne, de Mont-de-Marsan, d'Angoulême, de Niort, de Brive, Limoges. C'est représentatif de l'ensemble des forces liées au numérique en Nouvelle-Aquitaine. On a des représentants de La Rochelle, donc du SPN, d'Alyptic, il y a Digital Aquitaine, la French Tech. Il y a tout un écosystème et il y a un bouillonnement qui se crée depuis 1 ou 2 ans et je dirais c'est réjouissant pour la collectivité. Alors justement, vous parlez du numérique au service de l'humain. C'est au fond le préambule affiché pour ce CES de Las Vegas par le président Alain Rousset qui est là-bas. On va justement écouter ce que Alain Rousset déclarait à propos de ce salon. C'est un lieu exceptionnel pour connaître le marché, pour connaître les innovations. Ensuite, parce que c'est le rôle de la région que de faire bouillonner le tissu économique, que de l'accompagner. Parce qu'arriver ici, si vous êtes une start-up tout seul, sans avoir été préparé d'une part, sans avoir été accompagné même financièrement pour le budget d'une start-up, c'est pas forcément possible. Et puis pour nous, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi générer un tissu de PME, de TPE, de start-up qui feront l'emploi de demain. Comment on se sent quand on représente une région telle que la Nouvelle-Aquitaine à l'échelle de grandes nations comme les États-Unis, la Chine, qui sont représentées ici? Paradoxalement, on ne se sent pas diminué. Vous avez en Creuse, à Guéret, une entreprise qui s'appelle Sauton, qui est le leader mondial du lit d'enfants connecté. Vous avez à Limoges l'entreprise Legrand, qui sur les éléments connectiques de la maison est un des leaders mondiaux. Vous avez en Dordogne une entreprise qui s'appelle CWD qui fait les selles connectées des cavaliers. Donc on a, et puis vous avez des projets magnifiques, notamment sur l'e-santé, on a 50% des entreprises d'e-santé de France. Donc on se sent assez fier. Oui, alors Michel, Alex Simons, pardon, on entendait Alain Rousset qui parlait du numérique qui va se nicher même dans les selles des cavaliers. On voit bien que le numérique est partout et sur ce territoire, il investit à la fois le territoire dans sa globalité et puis, au fond, des entreprises dont on pourrait peut-être pas imaginer, comme ces entreprises qui font des selles. Donc c'est un spectre assez large. Oui, mais vous savez, le numérique, c'est vieux maintenant. Donc le numérique, c'est partout. Donc il est, bien sûr, et c'est très important d'avoir réussi à ce que des entreprises, les gens dont Alain Rousset parlait, qui font des selles, ils faisaient des selles avant le numérique. Donc on parle d'acteurs qui ont réussi leur transformation, qui ont réussi à passer dans l'économie du XXIe siècle. Et c'est très important qu'au-delà des startups, on ait aussi des fleurons économiques
qui ait réussi à passer de l'autre côté et à être présent au CES Las Vegas aussi, à avoir Legrand qui a été cité, qui a un stand exceptionnel et une présence majeure très très centrale à l'échelle de ce qu'est ce grand géant industriel, où Soton, effectivement, entreprise d'ameublement à la base en Creuse, qui aujourd'hui se targue de pouvoir présenter un lit connecté. Donc il y a les startups, les jeunes entreprises, et c'était très bien dit, c'est le futur de notre territoire. Et puis il y a ces entreprises plus installées qui sont juste derrière et qui vont aussi, et tout ce petit monde finalement se retrouve à Las Vegas pour montrer notre force. C'est aussi une manière de se mesurer peut-être, comme ça a été évoqué. Et c'est aussi une manière de, là encore, de s'étalonner et de vérifier que dans le grand rendez-vous mondial de l'électronique et du numérique, de vérifier qu'on est à l'heure. Et puis avec le très haut débit, Alex Simon, ce n'est plus un handicap d'être en zone rurale, à la campagne. On n'est plus obligé d'être dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Non, mais le haut débit, c'est toujours un sujet. C'est d'ailleurs l'objet d'une très grande politique régionale. Mathieu Asgoir en reparlera, j'imagine. Voilà, donc c'est aujourd'hui un carburant absolument fondamental de l'économie moderne. Il y a déjà des endroits qui sont massivement connectés. Les entreprises qui ont été citées n'ont strictement aucun problème de débit et on n'a absolument pas à rougir de ce point de vue-là. Alors bien sûr, il faut toujours faire des efforts, il faut continuer à être à la pointe, il faut continuer à apporter aux entreprises les moyens qui sont nécessaires. Et l'infrastructure, c'est important et ça coûte cher. Mais de ce point de vue-là, la région Nouvelle-Aquitaine affiche ses ambitions et les projets sont en cours, donc on est bien placé. Et comme a très bien dit le président Rousset, on n'a pas à rougir. Il ne faut surtout pas qu'on rougisse d'ailleurs. Bien, alors Michel Gouin, vous êtes toujours à La Rochelle, vous êtes toujours présent, vous êtes de nouveau présent cette année au CES de Las Vegas. Avec quel projet ? Alors cette année, on est présent. Alors on n'est pas en tant que... Je suis président de structure. Ce qui n'a pas été précisé au début de l'émission, c'est que je suis président de la start-up Good Morning avec ses produits touristiques, mais aussi président du réseau SPN, qui est un réseau de professionnels du numérique. Et dans ce cadre-là, on accompagne aussi... Exactement, un cluster numérique, on accompagne et bien également des startups dans la délégation régionale au CES cette année. On a des beaux exemples, je vais en citer un qui est très imagé, où on a une startup qui s'appelle Domalis, qui ont une lampe magique, la lampe d'Aladin. Le produit s'appelle Aladin, qui permet en tout cas de surveiller et d'alerter des seniors qui, chez eux, malheureusement, feraient une chute ou auraient un comportement qui n'est pas habituel. Donc voilà, on est à la fois dans de l'objet connecté, de la domotique et de l'intelligence qui va pouvoir mesurer et puis réagir en fonction. Donc on est bien sur des typologies de produits ou de start-up qui, à travers le numérique et à travers des objets connectés, vont pouvoir aider, assister dans le quotidien, et là, en l'occurrence des seniors. Mais il y a plein d'autres start-up du domaine. On a aussi des choses dans le monde de l'industrie où on apporte peut-être une des choses marquantes sur ce CES, c'est que l'année dernière, on était plutôt sur des objets connectés. Aujourd'hui, on est toujours sur des objets connectés. On va un peu plus loin, mais on apporte, en tout cas dans la vision que j'en ai, il y a une nouveauté qui est apportée, qui est de l'intelligence artificielle, qui est en surcouche de ces objets-là et qui vient apporter de l'intelligence en fait sur les produits et poussée par l'ensemble des startups. Alors, Sophia Soulet, on ne va pas, on le disait tout à l'heure, on ne va pas à Las Vegas comme ça, sans se préparer. Je pense que même vous avez dû le faire. Comment on le fait d'ailleurs pour se préparer, pour aller là-bas ? Il faut être performant tout de suite. C'est un bouillonnement tel qu'il ne faut pas... C'est un gros travail de préparation, effectivement. D'abord, connaître ses produits, savoir les présenter en français, mais en anglais. Ça, c'est important parce que parfois, certains partent la fleur au fusil. Et présenter ses produits en anglais, c'est savoir pitcher en quelques secondes, en 60 secondes ou en 3 minutes. Et ça se prépare. Ça se prépare et c'est extrêmement structurant pour une entreprise de se préparer pour le CES de Las Vegas parce que ça permet derrière d'être prêt pour parler à des industriels de la santé nous concernant, des investisseurs. Parce que vous êtes toujours cette année à Las Vegas. Tout à fait. Avec un autre objectif que celui que vous aviez l'an dernier. Tout à fait. En 2017, notre objectif était finalement de voir si nos solutions pouvaient correspondre avaient un écho à l'international. En 2018, l'objectif est différent. Nous avons été sélectionnés par le géant HTC Vive, donc constructeur de casques de réalité virtuelle, parmi 9 entreprises mondiales
pour exposer sur son stand. Pour nous, c'est un phénomène accélérateur assez incroyable, puisque ça nous ouvre les portes en termes de développement business international à une trentaine de pays sur lesquels nous souhaitons effectivement distribuer. Comme cela a été dit auparavant, une première visite au CES, c'est énormément de préparation. La deuxième, c'est de l'accélération. Nous avons pour objectif maintenant un gros déploiement international, puisque 80% de notre chiffre d'affaires devra être fait à l'international. On n'a pas parlé du tarif, c'est un salon onéreux, c'est un investissement de départ, oui. Tout à fait, et je rebondis sur ce qui a été dit également plus tôt. Sans l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est assez compliqué. Nous avons été accompagnés l'année dernière au niveau financier. 50% de notre stand avait été pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, ça correspond à sur notre stand en toute transparence coûtait 10 000 €. Donc, vous voyez, la moitié était prise en charge par la région, et ça n'est pas anodin. Par ailleurs, au-delà de la partie financière, il y a un accompagnement de la région qui s'est amplifié, je pense, cette année, très important, et qui nous a permis de se préparer au mieux pour cet événement. L'accompagnement, notamment à savoir ce qu'est le CES et à se préparer à affronter la violence de ce gigantesque salon, mais également comment s'adresser à des interlocuteurs internationaux et à la presse internationale notamment. Alors Mathieu Azoir, on peut dire raté le coche de Google, d'Amazon, ces grandes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour de telles innovations, de telles révolutions ? Je pense sincèrement qu'il y a de la place. Il y a de la place en Europe, il y a de la place en France, il y a de la place en Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce que les entrepreneurs du numérique savent, c'est que souvent pour les entreprises, c'est pas Bordeaux, c'est pas Poitiers, c'est pas Limoges, c'est pas Angoulême le marché, mais c'est tout de suite la France, l'Europe, l'international. Le CES leur permet aussi d'aller se confronter et de voir quelles sont les innovations émanant d'autres pays. Est-ce que des solutions technologiques viennent aussi les challenger? Et pourquoi je dis qu'il y a de la place? C'est parce que aussi il y a des outils existants pour les accompagner. Vous parliez d'accélération. Le pari aujourd'hui de la région Nouvelle-Aquitaine, il est celui-là. C'est-à-dire comment nous faisons émerger un certain nombre de champions, des sociétés, des ETI qui permettraient aussi de tirer encore plus la filière. Et je l'évoquais aussi tout à l'heure, maintenant, en rentrant du CES, notre objectif, c'est de pouvoir réellement mesurer, quantifier avec des données très factuelles les retombées de ce salon, comment, à partir de contacts qualifiés qu'ont eu les entreprises sur place, de quoi elles ont besoin aujourd'hui. Quand je dis de quoi elles ont besoin, est-ce que c'est une aide en fonds propres? Est-ce que c'est une aide à la R&D? Est-ce que c'est autre chose? Il y a plein d'outils dont la région dispose, et il faut que nous puissions mettre le bouton dessus. Merci Mathieu Azoir. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Alex Simons en duplex de Limoges, merci à vous. Merci aussi à Michel Gouin qui était en direct de La Rochelle. Merci aussi à vous, Sophia Soulet. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à cette émission en espérant qu'elle vous aura beaucoup plu et qu'elle vous aura emmené à peut-être rêver, à vous, porteurs d'idées nouvelles. Merci en tous les cas. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3 Aquitaine. Merci.